Bienvenue dans The System, Baptiste. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci pour l'invitation, écoute. On est parti. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi c'est Baptiste, j'ai 20 ans, je suis fondateur de Evo Incubator, le premier incubateur français dédié aux coachs, consultants et agences en France, où justement on a un modèle de rémunération et un modèle d'accompagnement qui est quand même assez particulier, qui est qu'on est en mode 100% personnalisé, avec des offres qui sont assez à étiquette de manière générale, et avec une rémunération aussi beaucoup au pourcentage. J'aimerais qu'on creuse comment tu as commencé Ouais, et quelle a été la problématique que tu essayais de résoudre quand tu as créé Evo. ouais, bien sûr. Alors, moi j'ai commencé l'entrepreneuriat quand j'avais 16 ans, c'est-à-dire que j'ai commencé par la revente de paires de chaussures, comme un petit peu tout le monde a pu faire, je pense, à cet âge-là. C'était d'ailleurs un petit peu les seules activités qui étaient vraiment accessibles sans avoir particulièrement de compte en banque ou alors de sociétés qui étaient créées initialement. Et j'ai ensuite enchaîné avec un petit peu tout ce qui était trend, hein, un peu le syndrome de l'objet brillant, surtout quand tu es jeune, c'est très répandu. Donc j'ai monté mon agence SMMA, où je faisais un petit peu de la com pour des restaurants, je faisais des sites web que j'avais jamais appris à faire et en fait je découvrais avec mes premiers clients. Et ensuite, j'ai justement rejoint l'accompagnement de Mathis Chloé, il me semble, où là j'étais vraiment perdu, je savais pas vraiment quoi faire. J'ai donc rejoint cet accompagnement, ça m'a mis sur les rails, en fait ça m'a un petit peu ouvert mes perspectives sur qu'est-ce qui était possible de faire. J'ai ensuite commencé par donc construire une offre qui était autour de School. School qui était un outil qui venait d'arriver en France, ou en tout cas qui venait de commencer à se démocratiser en France à cette époque-là. J'ai construit une offre d'abord à 1500 euros, je faisais de la création de School pour des entrepreneurs. J'ai pu notamment bosser avec Loïc Bourget, etc. J'ai ensuite après créé une offre entre guillemets de scaling pour les infopreneurs en utilisant justement School, donc une méthode que j'avais appelée le community funnel, qui était justement un moyen d'utiliser School en tant qu'infopreneur à son plein potentiel. Et puis au fur et à mesure du temps, avec l'équipe que j'ai constituée, on a réussi à se dire, on en est venu à se dire qu'en fait, le community funnel peut être adapté pour certaines niches, d'autres pas du tout. Et donc justement, l'idée, ça va être de créer un accompagnement beaucoup plus généraliste qui vient un petit peu en rupture avec les accompagnements classiques qui sont justement très standardisés avec des modules de formation vidéo, un Slack, des lives de groupe, etc., etc., où en fait il n'y a pas vraiment de suivi très approfondi. Et justement, vraiment créer un accompagnement où il n'y avait pas de module vidéo, pas tout ça, et uniquement des coachs et des experts qui étaient uniquement dédiés aux problématiques de nos clients. Donc vraiment un peu une équipe externalisée, et ça en réalité en France, il y en a très peu qui le font. C'est vrai. Mais du coup, pourquoi tu as construit Evo différemment? Est-ce que c'est parce qu'au fil de tes aventures à toi, tu t'es rendu compte que c'était pas personnalisé? Bah, en fait, au fil des accompagnements que j'ai pu prendre, au fil des retours que j'ai pu avoir, en fait, je pense qu'il y a des besoins qui divergent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir besoin uniquement d'informations. Donc il y avait des gens qui vont, voilà, en rentrant dans un school, même avec beaucoup de personnes, en participant à des lives de groupe, vont pouvoir progresser. En réalité, il y en a beaucoup. Maintenant, moi, j'ai vraiment voulu créer un accompagnement pour les gens qui veulent être vraiment accompagnés, hein, comme le nom du projet initial, et vraiment un petit peu venir en rupture avec ce qui se fait actuellement, et vraiment driver nos clients d'un point A à un point B, tout en étant vraiment encadrés et en se sentant jamais seuls. Surtout qu'on sait que les entrepreneurs aujourd'hui se sentent assez seuls et n'ont pas forcément le bon interlocuteur auquel répondre. C'est pour ça que nous, on a créé tous les interlocuteurs possibles pour que justement ils se sentent jamais seuls et qu'il ait toujours une réponse à sa question. J'imagine que quand tu construis un système qui permet à tes clients d'avoir du one-one, etc., ça crée des nouvelles contraintes. Comment tu as réussi du coup à régler ces contraintes et pourquoi tu as gardé ce système, du coup, le one-one, jusqu'à aujourd'hui alors que tu as réussi à scale et avoir beaucoup plus de clients? Alors c'est une très bonne question. Comment j'ai réussi à faire sauter les contraintes? En fait, on pense souvent que les contraintes et comment on gagnait plus, faire plus de cash, c'est avoir plus de clients. En l'occurrence, c'est absolument pas le cas. Nous, comme on a fait initialement, on avait une offre qui était justement à 6 000 euros, donc qui est à peu près comme toutes les offres d'accompagnement business scaling du marché. Mais la différence, c'est qu'on avait une delivery qui était beaucoup trop coûteuse en temps, beaucoup trop coûteuse en énergie, parce que justement, nous, en fait, on était vraiment une équipe externalisée, on était 100% dispo, en décolle illimité, etc. Vraiment, d'autres offres que j'ai vues sur le même marché vendues à 30 000 à 40 000 euros parfois, tu vois. Et donc on s'est dit, bon, ok, on peut pas continuer comme ça, d'autant plus que nous, nos marges étaient assez faibles parce qu'on avait quand même une équipe à payer qui nous prenait pas mal de marge parce qu'elle participait beaucoup à l'accompagnement. Tu vois, c'était pas juste un prestataire qui intervenait une fois par mois ou non, non, c'était vraiment des calls illimités. Et pour payer un expert dans son domaine pour qu'il ait des calls illimités avec tes clients, ça coûte vraiment cher. Donc nous, on a dû partir du principe aussi qu'on allait réduire nos marges. Maintenant, on s'est dit, bon, ok, on a réduit nos marges, ok, on fait rentrer du cash, mais je sais pas, on a aujourd'hui 50-60% de marge, ce qui est honnêtement pas terrible pour un infoproduit où il n'y a pas de charge, il n'y a pas de stock, etc. Donc on s'est dit que le meilleur moyen, étant donné qu'on avait des résultats de dingue avec nos clients, on s'est dit ok,
on va pas prendre beaucoup plus de clients, mais par contre, on va commencer à faire une rémunération au pourcentage. C'est-à-dire qu'on fait payer toujours un léger upfront, mais on a presque 10 000 upfront, dis-toi. Mais maintenant, on se rémunère essentiellement au pourcentage, ce qui fait qu'en fait, on gagne beaucoup plus d'argent, on n'a pas besoin de faire un travail monstre sur l'acquisition, et qu'en réalité, aujourd'hui, notre acquisition, vu que nos intérêts sont alignés avec nos clients, vient majoritairement du bouche à oreille, parce qu'en fait, nos clients sont tellement satisfaits que du coup, ils nous recommandent. C'est aujourd'hui comme ça que fait 90% de notre acquisition, quoi. J'avais une hypothèse avant de commencer à parler avec toi, c'est que forcément, pour pouvoir faire 100 cas par mois, Ouais, ce que tu fais actuellement, sans avoir plus de clients et en continuant à faire du one-to-one, il faudrait forcément faire payer plus cher les clients. Mais en fait, tu as réduit ta marge en upfront pour faire du pourcentage et exactement. je Ouais. trouve ça hyper smart. Exactement, puis surtout que ça crée aussi beaucoup moins de friction en amont, c'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un se rentre dans un accompagnement et se dit ah, mais en fait, pour tout ça, je vais payer si peu, et en fait, mes intérêts vont être alignés avec ceux de mes accompagnants. Enfin, en fait, pour moi, ça réduit tellement les barrières, c'est tellement plus logique, et puis je pense que ça rend aussi les choses beaucoup plus saines que faire payer un gros upfront, et puis après, en fait, que le mec qui a acheté l'accompagnement ait une chance sur deux pour que le gars. Excuse-moi. C'est pas grave, t'inquiète. Tac. Les aléas du direct. Je trouve ça beaucoup plus sain que tu vois, se faire accompagner par quelqu'un qui te fait payer 5 000, 7 000, 10 000 euros parfois en upfront. Et in fine, qu'une fois que tu as payé, bah, vos intérêts sont plus alignés et qu'en fait, le gars, que tu aies des résultats ou pas, il s'en fout, ça change rien. Alors que nous, en fait, si on n'a pas de résultats avec nos clients, on fait pas de chiffres. Parce que nos équipes nous coûtent suffisamment cher. Mais c'est aussi un moyen pour nous de nous surpasser et, in fine, en l'occurrence, de gagner plus et d'avoir moins d'acquisition et donc moins passer son temps aussi dans la frénésie du marketing, de faire rentrer, refaire rentrer, faire rentrer des clients. Par contre, Concrètement, juste excuse-moi, dis-moi. on fait pas encore 100 cas par mois, c'est-à-dire qu'on a fait une pointe à 120 000 euros de chiffre d'affaires contracté, c'est-à-dire on le fait pas en collecté, ce qui est une très grosse différence, parce que faire 100 000 euros collecté, c'est colossal pour l'instant. Nous, on fait ça en contracté, et encore, même en contracté, aujourd'hui, on tourne plus autour de 70 à 80 que 100 plafonnés. Je préfère le dire parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font une pointe au-dessus d'un certain chiffre d'affaires et qui disent aujourd'hui, c'est mon chiffre d'affaires. En l'occurrence, non, c'est pas parce que tu fais 10 000 euros sur une journée que tu fais tous les jours à 10 000 euros et que tu fais des 10K day. Donc, je veux quand même apporter cette nuance parce que il faut remettre aussi les beaux mots sur les choses parce que après ça part dans tous les excès, tout le monde fait 100 cas par mois et puis ça veut plus rien dire, quoi. C'est une bonne précision et c'est vrai que en général, lorsqu'on fait une pointe, on a tendance à dire qu'on fait ça souvent alors que C'est du c'est pas le marketing. cas. Concrètement, si j'ai un accompagnement aujourd'hui et que je veux focus sur du coup la delivery, on va dire que c'est un peu le point central de ton système, qu'est-ce qui sont les composants les plus importants à mettre en place pour pouvoir faire ça? Alors, déjà, ça va être très bien définir son avatar. Parce que si tu définis pas bien ton avatar et que c'est du cas par cas, alors même si c'est toujours dans une certaine mesure du cas par cas, parce que chaque personne a une personnalité différente, chaque personne a une activité différente, chaque personne a des objectifs différents aussi. Mais en cernant très bien ton avatar, tu vas être capable de faire un process étape par étape, surtout que tu pourras développer au fur et à mesure de tes clients, qui te permettra en fait de repérer les problématiques qui se répètent, de les anticiper et de pouvoir fluidifier le tout. Typiquement, on s'est rendu compte que pour beaucoup de clients, rédiger des scripts publicitaires, c'était compliqué parce qu'il fallait faire des allers-retours entre notre média buyer, lui, non, les scripts sont pas assez bons, on refait, etc., etc. On prend un copywriter parce qu'en fait, on voit que la rédaction des scripts est beaucoup trop lente. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un copywriter comme ça, en l'espace d'une semaine, les autres sont lancés, tu vois. Et c'est vraiment lancer les choses avec les premiers clients. Limite, tu les fais payer moins cher, etc. Mais tu avises, en fait, en fonction de leurs problématiques, en fonction des principales contraintes que tu as au niveau de la delivery, pour créer le parcours client le plus fluide possible. Ça pourra jamais être parfait. Ça sert à rien non plus de faire des process dans tous les sens, parce que ça pourra jamais être parfait. Il y aura forcément des aléas. Mais par contre, en recrutant les bonnes personnes qui sont capables d'anticiper n'importe quelle situation et qui ont beaucoup de liberté et de responsabilité, tu pourras vraiment construire un produit qui est vraiment bon. Par contre, il faut accepter de réduire ses marges, il faut accepter que ça soit plus long, il faut accepter que ça soit plus dur que simplement des modules de formation vidéo recyclés et des CSM qui répondent comme ChatGPT, quoi. Et comment on les recrute, ces bonnes personnes? C'est, je pense, une des choses les plus complexes d'une activité, recruter les bonnes personnes. C'est Alex Hormozy qui disait ça, qui regardait pas un formulaire de recrutement avant minimum 800 candidatures. Bon, en l'occurrence, on est sur un marché beaucoup plus faible, surtout que j'ai pas encore l'attraction d'Hormozy. Donc, si je dois attendre 800 candidatures, je pense que je peux attendre 2 ans avant de recruter un membre de mon équipe. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, c'est du volume. Tu dois avoir du volume pour te trier. Tu as la probabilité que tu aies un A-player sur 100 personnes est beaucoup plus importante que la probabilité que tu aies un A-player sur 10 personnes. Tu vois. Donc ça va être déjà vraiment attendre, pas être pressé parce que ça prend du temps. Et puis aussi, vraiment, moi, les meilleures expériences que j'ai eues avec des membres de mon équipe que j'ai recrutés, c'est des recommandations. C'est des recommandations, tu vois. Parfois, tu crois faire le bon choix dans un entretien parce que du coup, ton entretien passe 1 heure, 2 heures, tu as un troisième rendez-vous.
Mais déjà, ça prend énormément de temps. Alors que quand tu vois, tu as quelqu'un ou que tu connais, en qui tu as confiance, qui se porte garant entre guillemets d'une personne, ça aide beaucoup. Tu vois. C'est intéressant parce que je parlais de ça avec un autre entrepreneur qui s'appelle Patrick Pinault Mhm. et qui avait une vision totalement différente que toi sur ce sujet-là, sur le recrutement, qui pensait lui plutôt qu'il fallait avoir un bon système avec des bonnes SOPs, etc., qui permettrait limite à n'importe quel entrepreneur moyen, entre guillemets, de pouvoir venir et performer. Mais toi, tu es beaucoup plus axé sur le fait d'avoir le meilleur profil possible à chaque poste pour pouvoir maximiser le parcours client. En tout cas, la qualité du parcours client. Alors, après, ça dépend ce qu'on met dans le profil. Le profil, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que si on parle de compétences pures, oui, c'est important, voire primordial. Mais t'as beau avoir le mec le plus compétent du monde, si il fait pas les choses en temps et en heure, s'il est, il est justement un peu trop à droite à gauche, s'il est pas typiquement il fait pas ce qu'on lui demande, et juste simplement ça matche pas avec toi, bah ça, t'as beau avoir le meilleur membre de ton équipe du monde, ça va pas fonctionner dans tous les cas. Donc justement l'idée ça va être de trouver un peu ce match-up parfait, mais ce match-up parfait il va se faire justement avec du volume, avec de la recommandation, avec un bon système, avec typiquement des ads pour le recrutement qui soient aussi disqualificatives que certaines ads peuvent l'être pour tes prospects ou autres quoi. Donc, une fois que tu as réussi à recruter les bonnes personnes, avoir un bon système aussi permet d'aiguiller ces personnes sur les tâches qu'elles vont avoir à faire et donc leur permettre de produire de la qualité. En fait, ce qui va faire la différence entre un B-player, enfin entre un C-player et un A-player, ça va être le fait que euh, un B-player, par exemple, tu vas lui donner un process, tu vas lui donner des tâches, il va le faire parfaitement. Un A-player, ça va être quelqu'un qui, même si les choses sont désordonnées, parce qu'elles le sont, même si les choses sont pas processisées, il va réussir à se débrouiller avec les compétences qu'il a, avec les responsabilités qu'on lui a données. Et en fait, il est autonome. Tu vois, ça, c'est un de mes mentors qui l'avait appris. Mais en fait, un des maîtres mots quand tu recrutes quelqu'un, c'est le côté freedom et responsabilité. Tu es libre. Si d'après toi, il faut ajuster tel process, il faut faire des retours sur telle chose, il faut parler à un client de quelque chose qui, entre guillemets, comment dire, sort de son domaine de compétences. Ok, mais tu en assumes les responsabilités et tu assures le résultat derrière. Je m'en fiche de comment tu atteins le résultat, mais il faut que tu l'atteignes. Donc, le fait d'avoir des personnes capables de pouvoir analyser, de pouvoir juger finalement eux-mêmes, Hmm. ça fait aussi que, mis bout à bout, ces personnes-là elles vont créer plus de valeur dans la boîte. En fait, voilà, ça fait un cerveau et c'est pas juste des exécutants, c'est des cerveaux, c'est des gens qui réfléchissent avec toi, qui portent ton business aussi. Moi, tu vois, quand j'ai lancé cet accompagnement, je prétends pas du tout être le meilleur en ads, ça je le répète tout le temps, mais je prétends pas du tout être le meilleur en closing, je prétends pas du tout être le meilleur en création de contenu. Mais par contre, je prétends être accompagné et être entouré de gens qui le sont, tu vois. Et je pense que c'est hyper important, tu vois, d'avoir ce côté humble quand tu es entrepreneur et de se dire, ok, je suis pas le meilleur partout, par contre, je vais essayer de m'entourer et de fédérer autour d'un projet qui va amener les meilleurs dans leur domaine. Et nous, c'était vraiment notre philosophie au sein d'Evo, et c'est la philosophie qu'on veut continuer à garder. On continue de manière en permanence à challenger les coachs de l'accompagnement. Et parfois, quand le résultat ne suit pas, on n'aura aucune vergogne à en changer. Et parce que le client doit être toujours mis en priorité. Parce qu'aujourd'hui, tout notre business repose là-dessus. Donc, ouais, c'est la priorité. On a compris que le recrutement et donc la delivery, c'était les choses les plus importantes finalement du système Evo. Comment se passe justement la delivery au sein d'Evo? Aujourd'hui, je suis un client qui Mhm. vient de rejoindre. Comment le parcours client va s'agencer? Alors, comment le parcours client va s'agencer? En fait, nous, on va pas arriver en te disant on a une méthode miracle, on a un funnel magique, on sait exactement ce qui va se passer sur les 3 prochains mois. Parce que c'est la malhonnêteté intellectuelle, tout simplement, de dire ça. Et donc, tous les gens, d'ailleurs, c'est un petit red flag, tous les gens qui vous promettent de vous faire scaler de temps à temps, 90 jours, sans même connaître votre niche, sans même connaître vos envies, sans même connaître vos disponibilités, c'est complètement fallacieux. Donc il y a des gens qui nous rejoignent Evo, nous disent écoute, moi j'ai envie de pouvoir bosser 5 heures par jour et de scale à 10K par mois. Dans ce cas-là, on trouve des solutions pour le faire. Quand c'est pas possible aussi, on le dit, tu vois. La plupart du temps, 10K par mois, c'est quand même possible. Mais en fait, il y a des gens qui vont avoir des envies différentes, des gens qui vont avoir envie de scaler à 100K, d'autres à 10K. Donc en fait, nous, on va avoir quand même un cadre et un suivi client qui va être très important. Mais étant donné justement l'environnement 100% personnalisé dans lequel il évolue, ça va aussi dépendre de son avancement. Nous, on a évidemment des checkpoints, une liste de points jusqu'à, entre guillemets, l'atteinte de son objectif. Maintenant, tu vois, je pourrais dire, on a un process qui est cadré sur le premier mois, mais on va pas avoir un process qui est cadré sur 6 mois, parce qu'en fait, ça va dépendre. Ça va dépendre de son état d'avancement, ça va dépendre de, typiquement, je sais pas combien de cold calls il a passé, s'il doit passer des cold calls, combien de vidéos il a posté, s'il doit poster des vidéos, etc., etc. Donc de manière générale,
quand tu rentres chez Evo, tu peux être sûr que tu seras entouré d'une équipe, que ce soit en ads, en sales, en création de contenu, en setting, en stratégie, sur l'offre, sur ton positionnement, d'experts qui seront à ta disposition et qui vont te challenger tous les jours pour que tu réussisses. Mais on va pas avoir de méthode magique, on va pas avoir de process magique, parce qu'il n'y a rien qui est magique et si l'argent facile existait, ça serait. J'allais y venir au niveau de la delivery. Est-ce que tu as des moyens de mesurer la delivery au sein d'Evo? Bien sûr, ouais. On a des SaaS en interne. C'est pas des SaaS qu'on met à disposition de nos clients parce qu'en en fait, on veut pas que nos clients sachent concrètement ce qu'on a prévu pour eux. J'ai pas envie qu'ils se reposent sur leur laurier. J'ai pas envie que tu vois qu'ils soient découragés quand ils voient la charge de travail qu'ils vont devoir faire. Tu vois. Pour moi, c'est vraiment étape par étape. Tu vois, on évite de dire ouais, bien sûr, mais de toute façon, quand on aura fait ça, ça et ça, tu devras faire ça, ça et ça. Le gars, ça va le décourager. Il va se dire oh non, mais c'est bon, en fait, j'ai plus envie. C'est pas mon business model parce que beaucoup de gens, même qui c'est des entrepreneurs qui sont déjà parfois accomplis, hein, qui font 10-15 cas par mois, euh, se rendent compte de la charge de travail que ça représente de vouloir faire 100 cas par mois, et là, tout de suite, ils ne sont plus du tout le déterminés. Donc, en ce qui concerne le SaaS de delivery, on a évidemment, comme je t'ai dit, des listes de checkpoints avec des métriques qui sont à valider étape par étape, tu vois, disponibles pour les coachs d'accompagnement pour qu'ils aient aussi une métrique sur tout l'état, typiquement que pour que la personne au niveau de la création de contenu soit au courant de ce qui se passe en ads et inversement, pour justement pouvoir favoriser la meilleure coordination des équipes et le meilleur suivi du projet possible. Selon toi, au-delà du recrutement et de la delivery, est-ce qu'il y a un troisième composant qui fait qu'Evo est ce qu'Evo? Oui, évidemment. En fait, dans l'absolu, il y en a plein. J'ai vraiment voulu construire un produit. Enfin, on a vraiment, avec mon associé, voulu construire un produit qui nous ressemblait. Euh, mais ce que je dirais, un des plus gros points différenciants, ça reste quand même aussi nos locaux en présentiel en région parisienne. Et en réalité, on a investi plusieurs centaines de milliers d'euros dans des bureaux justement en région parisienne pour que nos clients puissent venir non seulement se faire coacher en présentiel, parce qu'il y a une différence entre être en Google Meet et passer une journée à se faire coacher par tous les membres de mon équipe en présentiel, profiter des locaux avec le matériel vidéo, qu'on investit plus de 30 000 euros dans du matériel vidéo pour que nos clients soient vraiment dans les meilleures dispositions. Et ça, en réalité, des accompagnements qui proposent ce format un petit peu incubateur, donc présentiel, il y en a très peu en France, tu vois. Et c'était aussi, on a fait cette opération-là parce qu'on savait que ça allait être très compliqué pour nos concurrents de nous rattraper. Parce qu'il fallait investir énormément, il fallait aussi ancrer notre présence en France, et donc aussi accepter le régime fiscal qui allait avec. Mais voilà, en faisant le choix de rester en France, on est aussi beaucoup plus accessible physiquement pour beaucoup de coachs, consultants, agences et infopreneurs qui restent en France pour le moment. On y reviendra sur ça, sur le côté France, Mmh. parce que c'est quelque chose un petit peu différenciant aussi que tu as toi personnellement, le fait d'être resté ici, alors que tu as réussi quand même à scaler à des bons montants. Mais j'ai envie de m'attarder un petit peu sur une autre question, c'est de savoir si aujourd'hui une personne arrive dans ton accompagnement en ayant fait un autre accompagnement. En général, c'est quoi les choses qui reviennent souvent, qui les ont pas pu dans les autres accompagnements? La plupart du temps, ça va être. C'est une très bonne question parce que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. C'est l'absence de suivi. Un infopreneur que tu vois qu'une fois l'appel de vente ou que dans le marketing. C'est vrai. Une standardisation à l'extrême, c'est-à-dire que tu vas avoir des modules vidéo et des process étape par étape, mais qui ne s'adaptent pas à tout le monde, qui ne s'adaptent pas à tous les besoins, qui ne sont pas forcément mis à jour. Et ça, c'est des choses, justement, tout ça, c'est des barrières qu'on fait sauter avec Evo, en fait. On a voulu vraiment construire l'accompagnement dont on aurait rêvé quand on a commencé. Tu vois. Donc, ouais, et puis ça peut être quoi d'autre? Ça peut être, oui, évidemment, les promesses irréalistes. Les promesses irréalistes, et ça, c'est. Beaucoup d'infopreneurs en sont très coupables quand on te promet de faire 100-150 000 euros par mois alors que tu n'as jamais généré un euro de ta vie et qu'on te dit, quand un closer ou l'infopreneur te dit droit dans les yeux pendant le sales call que c'est facile, que tu vas y arriver en suivant le guide magique étape par étape, c'est du bullshit, c'est à fuir. Et ça, je pense que les gens commencent à s'en rendre compte. Mais nous, la plupart de nos clients ont déjà fait des accompagnements et c'est aussi pour ça qu'il y a une montée colossale du scepticisme sur le marché français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens doutent, les gens ont peur parce que les gens ont déjà testé, ont déjà vu. Et c'est normal en fait qu'un infopreneur, les coachs business le savent mieux que personne. Donner des résultats à ses clients, c'est dur, c'est long, c'est coûteux en temps, en énergie et ça demande de réduire ses marges. Quelle horreur, tu vois. Mais en réalité, ça dépend ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut faire rentrer du cash à coût de 5 000 euros par mois, enfin à coût de 5 000 euros par vente pendant 2 ans, après avoir une crédibilité qui est niquée, mais super, au moins t'es millionnaire? Ou alors est-ce que tu veux construire un business pérenne qui
perdure sur le long terme et qui entre guillemets, apporte réellement des résultats à ses clients et non pas 10% sur 1000 personnes que tu as dans ton accompagnement, tu vois. Selon toi, est-ce que tous tes clients peuvent réussir? Est-ce que tout le monde peut réussir au sein d'Evo? Non. Non, non, pas tout le monde peut réussir au sein d'Evo et c'est pour ça que ça va paraître bullshit, ça va pas peut-être être du FOMO, mais en réalité, on ne prend pas tout le monde. Il y a des candidatures et d'autant plus que nous, on se rémunère au pourcentage. Donc il y a évidemment des profils qu'on n'accepte pas parce que ça voudrait dire qu'on va juste perdre du temps. Et le temps, voilà, tu sais très bien ce que c'est. Donc, de manière générale, non, on ne prend pas tout le monde peut réussir. Enfin, tout le monde peut réussir, tu vois, mais pas forcément dans le business en ligne, pas forcément dans l'infoprenariat. Il y a des gens qui sont faits pour devenir de très bons salariés, de très bons cadres, de très bons je sais pas, RH. Mais il y a des gens qui sont pas faits pour être entrepreneurs, et donc c'est pour ça aussi qu'on ne prend pas tout le monde. La plupart du temps, on prend rarement des gens typiquement qui font moins de 2000 euros par mois, parce que en dessous de 2000 euros par mois, le problème n'est jamais un problème business, c'est un problème de mindset. C'est un problème de j'ai des croyances limitantes, je fais pas assez de volume, je fais pas assez de choses, je travaille pas assez. Et ça, c'est des problématiques qui sont très compliquées à faire sauter parce que c'est des problèmes qui sont ancrés au plus profond de soi. Et en fait, nous, on n'est pas psychologue. En fait, nous, on est là pour faire avancer une activité. On n'est pas là pour développer spirituellement quelqu'un, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on prend. Il y a quand même des candidatures et pas tout le monde peut réussir au sein d'Evo. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu deviens client de chez Evo, c'est que tu peux réussir. Tu m'as devancé sur la question de qu'est-ce qui faisait un mauvais profil. On va donc prendre celle qui vient après. Qu'est-ce qui fait un bon profil? Une personne qui, selon toi, pourrait largement réussir au sein d'Evo. J'ai envie de te dire, un bon profil, quelqu'un qui peut vraiment réussir au sein d'Evo, ça va être quelqu'un qui va être prêt à en chier. Et ça, je le dis, parce que c'est dur de scaler une boîte, c'est dur de faire de l'argent, c'est dur de développer un business. Et ça, faut être lucide là-dessus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle 90% des gens dans des accompagnements mainstream n'ont pas de résultats, c'est qu'ils s'attendent à ce que ce soit facile. En l'occurrence, c'est jamais facile, et ça, faut en avoir conscience. Typiquement, on a, nous, dans notre onboarding, comment être un bon client chez Evo. Bon, tu vas voir, ok, tous les trucs arrivent bien à l'heure en call, si tu as un imprévu, préviens, suis bien les instructions, fais bien les to-do list qu'on te donne, etc., etc. Mais de manière générale, ça va être en vouloir, quoi. En vouloir, être prêt à en chier pendant le temps de l'accompagnement, mais vraiment d'avoir des résultats significatifs dès les premières semaines, dès les premiers mois, parce que tu vas être transformé non seulement au niveau de ton business, mais aussi humainement, parce que il y a une charge de travail, mais il y a les résultats derrière. Donc maintenant, faut savoir ce qu'on veut. Si vous voulez scaler lentement, doucement et gentiment, c'est pas chez vous qu'il faut aller. Chez vous, on est entre guillemets, on tape dans le dur, on va rapidement, mais c'est aussi ça correspond à des personnes, ça correspond pas à d'autres, tu vois. Aujourd'hui, dans ton business, tu dirais que c'est quoi ta plus grosse contrainte? Je pense que c'est une contrainte qui n'aura jamais jamais de solution, qui est le résultat client. Toujours. C'est aujourd'hui, on a 94% de taux de réussite chez Evo. Mais comment aller chercher les 6% de plus, tu vois? Je pense que c'est très compliqué, voire impossible. Mais dans l'idée, c'est l'objectif en fait. C'est l'objectif et sinon, au-delà de ça, la plus grosse contrainte que je vais avoir, je pense, ça va être toutes les choses que je ne sais pas encore, tu vois. Ça va être comment recruter peut-être des plus grosses teams, comment manager des plus grosses teams. J'ai 20 ans, je suis pas encore un manager excellent, tu vois. Ça va être, je pense, ouais, une question de compétences en management, en compréhension de l'être humain. Et je pense qu'actuellement, le plus gros frein d'Evo, c'est moi-même, tu vois. Et c'est normal, t'es en construction en même temps que tu construis ton business. Et pour moi, c'est ça aujourd'hui la plus grosse contrainte. Est-ce que, selon toi, c'est plutôt une contrainte, une bonne chose d'être l'image d'Evo et que l'image passe forcément, j'ai envie de dire, par toi? Alors, oui et non. Oui, parce que ce qui est sûr, c'est que quand c'est beaucoup plus facile pour pour un humain de s'attacher à une personne que de s'attacher à un produit. C'est d'ailleurs aujourd'hui tout le but des personal brands, que les gens t'aiment pour ton parcours, que les gens t'aiment pour qui tu es, pour ce que tu dégages, pour ta vibe en fait, que par ton produit. Parce que tu vois, des gens qui ont la même promesse sur le marché, t'en as des centaines. Ce qui fait la différence entre les gens chez qui on achète et les gens chez qui on n'achète pas, ça va être le contenu, ça va être le marketing, ça va être la personnalité que tu dégages, ça va être la confiance que tu dégages aussi, qui passe par plein de choses, mais aussi par ta création de contenu. Et à la fois, c'est pas une bonne chose, dans le sens où si ton objectif c'est de créer une activité qui est valorisable,
de vouloir revendre en fait ton activité un jour ou l'autre parce que c'est pas assez noble aussi, tu vois, de se dire ok bah je travaille, je construis quelque chose de beau et après je le revends parce que j'aurai accompli ma mission. Euh, Bah quand l'entièreté de ton marketing dépend de toi, alors même si peut-être dans 2 ans avec les IA on pourra faker ta personal brand, aujourd'hui c'est vrai que tu rends ton business très dépendant de toi. Et le problème c'est quand si demain il n'y a plus de marketing, si demain tu n'existes plus, si demain t'es plus là, bah ta boîte elle tourne beaucoup plus difficilement, tu vois. Tu es passé par différents steps avec ton accompagnement. Pour une personne qui est entre 0 et 10 cas par mois, selon toi, c'est quoi les plus grosses contraintes qu'elle doit absolument régler pour pouvoir passer à la suite? Ça va être de comprendre son environnement en fait. Ça va être de comprendre le monde dans lequel il évolue. Ça va être de comprendre qu'il y a des gens qui veulent te prendre de l'argent pour te niquer, en fait, je vais le dire. Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé. C'est des grosses leçons, des grosses claques que tu te prends. Ça va être de tester. Il faut tester un maximum de choses. Tu aussi, faut pas non plus rester dans le côté hustle, hustle, hustle et se dire qu'en fait, ouais, si ça marche pas, ça va marcher, ça va marcher. Non, parfois, il faut aussi avoir le recul de se dire que, ok, peut-être que ce que je fais, ça marche pas. Peut-être que la niche dans laquelle je suis marche pas. Peut-être que mon offre n'est pas bonne. Et faut pas se dire que tout arrive, comment dire, par l'obstination dans une direction. Il faut aussi savoir se dire que je peux sortir un petit peu la tête de l'eau et me dire, ok, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi ça fait 6 mois que j'ai pas de résultat, tu vois? Ok, peut-être que là mon contenu, enfin peut-être que là mon contenu n'est pas comme ça, peut-être que là mon offre n'est pas bonne, peut-être que mon positionnement n'est pas bon, peut-être que mon business model ne me correspond pas, tu vois, ça peut arriver, tu vois. Et sinon après les réponses plus classiques seraient aussi de dire de apprendre à beaucoup travailler. Apprendre à beaucoup travailler. Alors beaucoup travailler ne veut pas dire être obstiné et avoir tu vois, des œillères et foncer dans une seule direction. Mais c'est de beaucoup travailler, apprendre à se dire que, apprendre à dire non à ses amis qui veulent sortir en boîte, qui veulent fumer du shit. Ça veut dire aussi, tu vois, faire un peu une abnégation de ta vie sociale pendant un temps. T'es pas obligé de l'annihiler complètement, mais t'es quand même obligé de la diminuer. Tu vois, tout dépend des personnes. Mais voilà, ça va être plutôt s'adapter à ce nouveau mode de vie que des leçons business pures, parce que je viens de te dire, tout le monde peut faire 10 000 € par mois. Donc il va pas y avoir de leçons business pures, mais ça va être vraiment plutôt un conditionnement mental et une manière d'être. Est-ce qu'après les 10 cas par mois, tu as eu un moment de stagnation dans ton business? Nous, on a stagné ouais, entre 10 et 15 000 € par mois pendant longtemps, mais c'était pour une raison très simple, qui était qu'on était très mauvais en création de contenu et qu'en fait notre seule activité dépendait de la prospection et qu'en fait avec la prospection t'es bridé au bout d'un moment. T'es bridé non seulement par des limites physiques qui sont celles des réseaux sociaux, mais tu vas aussi être bridé par des limites temporaires, enfin, temporelles pardon, des limites autres et qui fait qu'en fait si tu veux scaler uniquement grâce à la prospection, c'est compliqué. Par contre, dès qu'on a commencé à mettre les bouchées doubles au niveau de la création de contenu, dès qu'on a commencé aussi pareil à recruter des head of content, des monteurs, des choses comme ça, on s'est rendu compte quand même que notre business passait dans une autre dimension. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a dépassé les 100 000 € par mois, tu vois. Et puis en fait aussi beaucoup plus s'ouvrir et pas forcément rester que quelque chose, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, mais c'est s'ouvrir beaucoup plus au monde et aux autres personnes. Ça permet vraiment de faire beaucoup de rencontres, beaucoup d'opportunités aussi. Typiquement, le mois à 120 000 € que j'ai fait, c'est parce que j'ai closé beaucoup en présentiel, tu vois. Et pas tant via mon contenu, pas tant via ma prospection, pas tant via des ads. Oui, aussi, tu vois, mais aussi beaucoup via le côté physique. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu ouvrir des bureaux, c'est qu'on s'est dit que le côté physique était beaucoup trop fort, beaucoup trop puissant, et qu'à une ère où en fait il y a de plus en plus d'IA, beaucoup plus de création de contenu, beaucoup plus de virtuel, tu vois, revenir à la connexion humaine et l'échange, c'était vraiment quelque chose qui était pertinent. Et c'est un vrai enjeu en ce moment. Il y a de plus en plus de personnes qui reviennent au physique, que ce soit sur Exactement, ouais. de l'infoprenariat ou même sur d'autres Bien sûr, business. ouais. Les gens ont envie de se rassembler. Ouais, carrément. Ouais, non, les gens ont envie de se rassembler et parce que, enfin, beaucoup de mes clients, par exemple, je leur dis, vous êtes tout seul. Parfois, il y en a qui ont 18 ans, ils sont tout seuls dans leur piole, 24 heures sur 24, ils bossent, ils bossent, ils bossent. C'est bien, c'est très bien. Et honnêtement, ça montre une belle preuve de résilience. Mais faut aussi se dire que en fait, faire des rencontres, c'est parfois très bénéfique. Et puis même de manière générale, sortir la tête un petit peu de l'eau, prendre du temps aussi un peu pour soi, tu vois, prendre des vacances, voir ses parents, voir sa copine, etc. C'est important. C'est important parce que si tu le fais pas, tu risques en fait simplement de péter un câble, de jamais prendre du recul sur ce que tu fais, donc tu peux pas savoir si tu vas dans la bonne direction ou pas. Et en final, foncer droit dans le mur sans même t'en rendre compte. Est-ce que tu es passé par une phase où toi aussi, tu as été dans Bien ce sûr. mood-là de
de hustle, entre guillemets, comme tu dis? Bien sûr, moi, pour la petite anecdote, avant de prendre mes bureaux, je travaillais toute la journée dans un 6 mètres carrés. Donc c'est même pas c'est-à-dire c'est un 9 mètres carrés loi Carrez. Donc ça veut dire en gros, c'était en dessous des toits avec une voûte comme Ok. ça, où j'avais juste mon bureau, je pouvais à peine m'asseoir, et puis j'avais un drap noir derrière, et je faisais que de bosser là-bas. Parce qu'en fait j'avais mon appartement en dessous, tu vois c'était une chambre de bonne que j'avais louée au-dessus, qui me coûtait 300-400 balles par mois, mais l'idée c'était quoi? C'était d'avoir un lieu différent pour travailler que pour... Mais tout ça pour dire que j'ai quand même passé, mais je pense, un an non-stop dans cette piole, à bosser, et au bout d'un moment, c'est étouffant. Au bout d'un moment, c'est étouffant, tu vois plus personne, t'es focus sur ton business, sur ok, là, je fais pas 100K par mois, qu'est-ce que je fais de mal, etc. Et tu sors pas, en fait, de ce microcosme qui est l'infoprenariat, qui sont les jeunes de 19 ans qui ont une Lamborghini, et tu sors jamais la tête de ça, et tu te rends compte qu'en fait, c'est la nouvelle normalité, et donc tu vis dans un mal-être qui est profond, et tu te dis qu'en fait, t'arrives pas, t'es dans l'échec, tu rentres dans une spirale un peu négative. L'humain est un être social, il est fait pour parler à des gens, et quand je dis parler à des gens, c'est pas parler à tes clients sur Google Meet, quoi. C'est vraiment, au bout d'un moment, tu vois, rencontrer du monde, voir des gens, et tu vois, moi, pendant une très longue période, j'ai pas vu ma copine parce que j'étais trop focus, elle l'a mal vécu, je l'ai mal vécu aussi, et en fait, tout est une histoire d'équilibre, et aujourd'hui qu'on a nos bureaux, que je bosse avec mon équipe, que je vois mon associé qui est aussi un très très bon ami, qui est d'ailleurs, on a commencé comme ça, c'est un bien pas possible, et que même si en apparence, a l'impression de moins bosser parce que tu restes moins derrière ton bureau, tu restes moins d'heures derrière ton bureau, en réalité, on n'a jamais fait des mois aussi exceptionnels que depuis qu'on a nos bureaux, parce que justement, on est dans un environnement de travail qui est tellement positif et stimulant que c'est génial, quoi. Ouais, vous êtes beaucoup plus productif, du coup, j'imagine. Ouais, carrément, ouais. De manière générale, ou en tout cas le plus souvent, on entend que pour pouvoir grossir, il faut standardiser. Mais là, enfin, depuis le début de l'épisode, ce qu'on est en train de comprendre avec toi, c'est qu'au contraire, tu as personnalisé. Est-ce que selon toi, ça a été la meilleure décision que tu as prise concernant Evo? Oui, de très loin. Le côté personnalisé, beaucoup de mes mentors, encore une fois, disaient oui, mais tu devrais avoir ta méthode magique, tu devrais avoir ton truc magique, tu devrais avoir ton funnel que tu nommes avec 3 lettres, etc. L'ultra scale funnel, je sais pas quoi, enfin bref. Mais en fait, tu te rends vite compte que c'est que du marketing, et ça, les gens commencent à comprendre. Les gens commencent à devenir de plus en plus marketing immune, donc immunisés aux techniques de marketing moderne. Et donc, en fait, tu dois juste être honnête. Tu vas être honnête. Tu promets pas que tu vas faire 100K par mois avant de t'avoir en call, tu vois. Tu promets pas la lune, mais tu promets d'avoir un accompagnement qui est personnalisé, qui est intensif et qui va répondre à tes attentes. Et en l'occurrence, on a que des témoignages positifs. Il y a qu'à voir les résultats de nos clients. On a un taux de réussite chiffré de 94%, qui est juste, je pense, insane, et je pense qu'il y en a peu sur le marché à l'avoir. Donc en fait, il y a que les résultats qui parlent, il y a que les résultats qui comptent, et le fait est, c'est que non, standardiser, c'est pas la solution à tout, et pour moi, l'avenir de l'infoproduit, c'est d'avoir 3-4 clients que tu... c'est d'avoir 3-4 clients qui fonctionnent au pourcentage avec toi, et tu fais 100K par mois, en fait, sans avoir à faire d'acquisition, juste avec 3-4 clients qui te ramènent de l'argent, quoi. On a une croyance qui revient de plus en plus, en tout cas que j'entends plus souvent, c'est que les boss finaux du business en ligne, ce serait le SaaS et l'e-com. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi ce seraient les boss finaux du business en ligne? Parce que c'est les choses les plus scalables, entre guillemets. Je vois pas ce qui En pourrait tout être cas, de prime abord. Je vois pas ce qui pourrait être plus scalable que de l'information, parce que l'information n'est pas palpable. Dans l'occurrence, un SaaS, c'est quand même palpable. L'e-com, c'est palpable, tu as du stock, tu as des choses à gérer. Moi, je connais pas le SaaS, je connais pas l'e-com, tu vois. Maintenant, en fait, ça dépend. Est-ce que est-ce que tu fais du business en ligne pour faire que pour gagner de l'argent, ou est-ce que tu fais ça pour avoir de la liberté, pour avoir un impact sur la vie des gens? Honnêtement, j'en sais rien, tu vois. J'ai jamais fait d'e-com, jamais fait de SaaS, tu vois. Moi, je suis pas passé par cette catégorie d'entrepreneur. Il y en a qui font beaucoup d'argent avec l'e-com, il y en a qui font beaucoup d'argent avec les SaaS. Mais après, il y en a qui font 2 millions par mois avec comment dire, l'infoproduit. Hormozy fait des dizaines de millions en 48 heures avec son infoproduit, en revendant des livres. Le premier infoproduit, quand même, ça reste les livres, tu vois. Ouais. En fait, pour moi, l'information, ça reste quand même un des modèles les plus scalables, parce qu'en fait, tu vois, quand tu donnes un produit à quelqu'un, toi, tu as un produit en moins, lui, il a un produit en plus. L'information, elle se multiplie, elle se soustrait pas, tu vois. Et donc, en fait, pour moi, c'est justement le modèle qui permet de plus partager ton produit. Et après, encore une fois, peut-être que je dis ça, je prêche par ignorance parce que je ne connais pas les autres modèles, et très certainement d'ailleurs. Si on dit ça, c'est peut-être que ça vient pas de nulle part. En l'occurrence, moi, j'en sais rien et je pense pas. Bon, moi, c'est honnête et c'était ton avis qu'on voulait, pas celui du marché.
On a beaucoup parlé d'Evo. J'ai envie qu'on revienne un peu plus sur toi. Une question que j'aime bien poser, c'est de savoir un petit peu quelles ont été tes influences, références, peut-être plus jeunes. Ça peut être de la fiction, ça peut être des personnes irréelles. IRL, pardon. Mes influences. euh, Excuse-moi, je te coupe. J'ai vu par ouais. exemple que sur Evo, tu montrais beaucoup de statues avec un peu la Grèce antique, etc. Est-ce que par exemple ça c'est une de tes influences? Non, je dirais pas que c'est entre guillemets parce que je suis fan d'histoire que j'ai eu envie de lancer Evo, tu vois. Ouais. Après, le fait est, c'est que oui, je suis fan d'histoire, oui, c'est ma personnalité, on a essayé de créer un branding qui me ressemblait. C'est pour ça qu'aussi il y a des statuts, il y a un univers un petit peu historique que j'aime bien mettre en avant. Euh, Maintenant, mes vraies influences dans le business en ligne, c'était des influences plutôt modernes parce qu'en réalité, j'ai été influencé un peu par personne pour lancer mon activité. J'avais juste envie de liberté, j'avais envie de, quelque chose de faire quelque chose de grand, tu vois. Peut-être que oui, les grands personnages illustres que j'ai pu voir dans des bouquins m'ont inspiré, tu vois, de manière inconsciente. Après, j'ai pas eu de personne qui m'a fait avoir un déclic sur le niveau du business en ligne. C'est, tu vois, j'ai fait un petit peu comme tout le monde, j'ai scrollé, puis je tombais sur ah, mais attends, lui, il a l'air de faire de l'argent. Il en faisait peut-être même probablement pas, tu vois, mais je me suis dit, ok, il faut que je fasse la même chose, tu vois. Donc j'ai commencé à faire du resell, j'ai commencé à faire des trucs, je fais de la crypto, toutes ces conneries, tu vois, jusqu'à arriver à un business model qui faisait sens et où je me rendais compte que faire de l'argent, c'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est l'impact que tu as sur la vie des gens et sur ce que tu construis, tu vois. Et ce pourquoi les gens se rappellent de toi. Après, voilà, au niveau des influences, une fois que j'ai commencé le business, on va dire que moi j'ai acheté l'accompagnement de Mathis Chloé parce que je regardais ses vidéos et je comprenais rien et je me disais, il doit certainement être très intelligent et avoir compris les trucs que j'ai pas compris. Donc j'ai intégré son accompagnement. Puis après, voilà, de fil en aiguille, j'ai dépensé plus de 50 000 euros dans des accompagnements, dans des formations, dans tout ce que tu veux parce que se former en continu, c'est hyper important. Et oui, voilà, j'ai eu des mentors, des gens qui m'ont inspiré une fois que j'ai commencé mon activité. Après, j'ai jamais été fan d'un entrepreneur. C'est un humain de bras, de jambes, des poumons. À te dire pourquoi pas toi, quoi. Tu t'es plus servi de ce qu'il faisait, pas pour être inspiré dans le sens admiration, mais plutôt dans le sens pratique. Inspiré, ouais, dans la technique, dans la manière d'exécuter, tu vois. Typiquement, moi, Mathis Clouet, c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup, de par sa capacité à, à communiquer. Au niveau de son marketing tu vois, au niveau de ses process, sa gestion, son management, il a, tu vois, et c'est ça, et que ce soit chez lui, mais que ça soit aussi chez quelqu'un d'autre, tu vois. Typiquement, je vais avoir mon head of content aussi qui m'inspire beaucoup, mine de rien. Tu vois, je vais t'inspirer par plein de gens dans des circonstances différentes, tu vois. Parfois d'un point de vue plutôt business, parfois d'un point de vue plutôt personnalité, parfois d'un point de vue plutôt communication, tu vois. Et puis après, oui, je vais aussi parfois trouver des défauts dans des grands du marché. L'objectif, c'est pas que j'en parle maintenant, mais tu vois, oui, il y a des gens qui font des choses sur le marché qui me plaisent pas, et donc à l'inverse, je peux être inspiré comme l'inverse plutôt d'écouter parfois, tu vois. Tu dirais que tu as commencé l'entrepreneuriat du coup pour la liberté. Tu penses que Ouais, après c'est un peu bullshit honnêtement. Oui, la liberté, mais la liberté ça veut tout rien dire. Tu vois, aujourd'hui, ça veut dire quoi être libre? Ça veut dire en gros pouvoir faire ce qu'on veut et rien se refuser. En l'occurrence, c'est impossible. ça dépend des gens. C'est impossible. Il y a personne qui peut, à moins que tu plus de famille, à moins que tu pas de clients, parce qu'en fait c'est con, mais avoir des clients c'est aussi avoir des obligations. À moins que tu pas d'équipe à gérer, à moins que tu pas d'impôts à payer. Tu dois toujours quelque chose à quelqu'un, tu vois. Tu as toujours quelque chose à quelqu'un, tu peux jamais être pleinement libre. Après, oui, tu peux t'en rapprocher, tu vois. Mais de manière générale, c'est pas tant pour être libre. Honnêtement, au début, je fais ça parce que j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de m'acheter des vêtements, tu vois. Et pour moi, c'est quand même quelque chose qui est noble. En vrai, vouloir de l'argent, je vois pas pourquoi ce serait pas noble, tu vois. Mais non, j'ai fait ça parce qu'au début, voilà, je voulais gagner de l'argent comme tout le monde. Et puis après, je sais pas, t'es animé par une mission, par quelque chose qui surpasse ça, qui dépasse ça. Et voilà, aujourd'hui, tu vois, je fais plus tant ça pour l'argent parce que dans l'occurrence, je pourrais m'arrêter demain et pouvoir vivre quelques années plutôt bien, tu vois. Mais tu vois, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, plein de milliardaires continuent à bosser. C'est que t'es animé par un truc, tu sais pas l'expliquer, mais t'es animé, tu vois. pour pouvoir gagner de l'argent du coup au moment où tu commençais, selon toi, l'entrepreneuriat c'était la meilleure chose. Plutôt que prendre un 9 to 5 et bosser par exemple. Moi, je pense que, et j'ai eu de la chance, qui était de découvrir ce qu'était un peu le 9 to 5 après, même dans des jobs qui étaient hyper intéressants, des trucs, tu vois, j'ai pu faire des stages avec des gens ultra inspirants, dans des domaines incroyables, et des jobs de rêve, tu vois. Mais en fait, c'est une question de personnalité, et je pense qu'après avoir goûté à la liberté et à le côté je peux gagner de l'argent par moi-même et je peux gérer mon temps comme je veux, entre guillemets, c'est très compliqué de revenir à ça. Et puis même moi en cours, j'ai jamais
J'étais pas mauvais, tu vois, mais j'ai jamais réussi à foncièrement exceller dans un truc qui m'intéressait pas. Tu vois, donc je me suis dit, je suis obligé de faire un truc. Je suis obligé de faire un truc qui m'intéresse foncièrement, et le truc qui t'intéresse foncièrement, c'est quand c'est aussi dans ton intérêt. Et donc, factuellement, l'entrepreneuriat, je pense que c'était une très très bonne décision euh, pour moi. Maintenant, dans l'entrepreneuriat, pareil, quand tu montes ta boîte, tu peux pas faire que ce que tu kiffes. Et ça, c'est aussi, je pense, une de mes lacunes. C'est que parfois, il y a des trucs que je kiffe pas faire, donc je procrastine, donc je fais comme tout le monde, donc je scroll. Et tu vois, j'avance pas aussi vite que je voudrais avancer, je culpabilise. Et tout le monde est pareil, tu vois, on est humain. Mais ouais, non, le 9 to 5 était pas fait pour moi. Après, il y a des gens pour qui c'est fait, et c'est pas du tout être dans la rat Péjoratif. race, c'est pas du tout péjoratif. Et tu vois, mon père, par exemple, typiquement, il bosse, tu vois, en tant qu'ingénieur dans un bureau. Lui, il adore son taf, il est excellent dans ce qu'il fait. J'ai déjà vu ses collègues, ils me disent que c'est un manager hors pair, etc. Et d'ailleurs, je lui ai dit que j'allais un jour le débaucher parce que moi, je suis pas un très bon manager. Mais tu vois, lui, il kiffe faire ça. Et je pense que aussi les grands entrepreneurs se construisent avec des grands employés, enfin, des grands employés, des grands cadres. Et donc, en fait, j'aime pas du tout ce discours de l'entrepreneur classique qui te dit que les gens qui sont salariés, qui sont en 9 to 5, c'est c'est merdique, et c'est des bolos, c'est oh regardez, vous êtes dans la rat race, dans la matrice. Non, non, c'est juste des gens qui ont fait des choix de vie différents, qui sont peut-être un peu moins aptes au risque, qui préfèrent la sécurité, et qui parfois ont peut-être même raison quand on voit la situation de certains entrepreneurs, tu vois. Tout à l'heure, je voulais revenir sur l'aspect France. Parce que c'est vrai que lorsqu'on commence à faire plus d'argent que la moyenne, en général, ce qui se passe, c'est qu'on s'expatrie. Pourquoi avoir fait le choix de rester ici? C'est une très très bonne question. Moi, mon choix, il s'explique par deux choses. La première, c'est que j'aime la France, que j'y ai toutes mes attaches, que j'ai ma famille, que j'ai ma copine, que je peux pas, même si, tu vois, si j'étais obligé de le faire, j'ai pas envie de tout plaquer pour gagner 30% d'impôts. Même si effectivement ça peut freiner la croissance de ma boîte à court terme. La deuxième raison, qui cette fois est une raison beaucoup plus rationnelle et terre à terre, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est qu'en restant en France, tu dois faire un peu une croix sur ton cash flow. C'est-à-dire que oui, quand tu vas aller à Dubaï, tu vas gagner peut-être quoi moi, tu vois, si j'allais à Dubaï, je gagnerais peut-être 30-40 000 balles de plus par mois. Ok, super. Donc tu as un cash flow. Sur 2 ans, ça va peut-être faire 1 million d'euros. Et donc c'est cool, tu auras eu 1 million de plus parce que tu t'es expatrié. Même si tu t'es fait chier et que t'as passé tu vas me dire, tout ton temps enfermé à Dubaï dans un penthouse climatisé. Il y en a qui kiffent, il y en a qui kiffent pas, tu vois. En l'occurrence, moi j'ai bien aimé Dubaï, tu vois, mais bon, bref. Mais en France, certes, tu donnes tout ton argent à l'État pendant plusieurs années, mais par contre, une fois que tu as fait ça, tu as des bilans, tu as un exercice comptable, tu as ta capacité d'emprunter qui est démultipliée, tu as du levier bancaire, du levier immobilier, tu peux te faire racheter par un fonds d'investissement. Et en fait, en France, faut pas voir les choses comme faut pas se dire, ok, je vais devenir riche par le cash flow, mais je vais devenir riche par la valo et par l'exit. Tu vois, en disant, ok, là, je fais une croix sur mon train de vie pendant 3 ans, mais par contre, quand je vends ma boîte, je la vends 10 millions, tu vois. Et donc, ouais, tu joues pas pour des 30-40 000 balles de plus par mois, tu vois. Tu joues pour des gros sous. Et c'est ça l'objectif de la France, tu vois. Et donc, en fait, tu as quand même des raisons rationnelles à rester en France, mine de rien. C'est vrai que vu comme ça, on pourrait dire qu'il y a des raisons rationnelles. C'est une vision très invest que tu as là. Ouais, long terme, bien sûr. On dirait un VC. Mais ouais, c'est vrai que vu comme ça, il y a de bonnes raisons de rester en France. Si on reprend ce que tu viens de dire, du coup, le fait de faire de l'infopreneuriat, ça pourrait te freiner sur l'aspect France. Du coup, vu que tu travailles beaucoup avec la personal brand dans l'infopreneuriat de manière générale, la valo et la personal brand en général, ça fait pas bon ménage. Mais tout est déjà prévu, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est de. Regarde, par exemple, Squeezie, là, il a sorti il y a pas longtemps un Chao Energy, là, Chao Kombucha, etc. D'ailleurs, que j'ai goûté, qui est excellent. Petit placement de produit en direct. Mais en fait, quand tu as une personal brand, tu peux push n'importe quelle marque, n'importe quel produit, et ça prendra de la valorisation, et ça prendra de la notoriété, et ça marchera forcément. L'idée, honnêtement, avec Evo, ça va être, dans un premier temps, de pousser ma personal brand, pousser celle de mon associé, et de tout rediriger après, et de pousser la brand de l'incubateur. Mais le problème, c'est que si on commence par pousser la brand de l'incubateur, bah, les gens, comme je t'ai dit tout à l'heure, s'attacheront beaucoup moins, ça aura beaucoup plus de mal à prendre, et les gens verront pas aussi les personnes et les personnages qu'il y a derrière, ce qui est pour moi primordial. Donc, dans un premier temps, pousser la personal brand, qui te rend, entre guillemets, comment je pourrais dire ça, antifragile à vie, parce qu'en fait, une fois que tu as ta brand, une fois que tu as ta communauté, une fois que tu as des gens qui te connaissent, bah c'est gagné en fait. C'est gagné, et je vais te dire, peu importe ce que tu lances, ça marche.
même si tu lances de la merde, tu vois. Donc dans un premier temps pousser la personal brand et ensuite ça va être pousser Evo Incubator pour que justement la brand prenne de l'inertie, prenne de la valorisation. Maintenant tout dépend aussi de ce qu'on entend par valorisation. Je sais que pour certaines boîtes physiques, la valorisation va se calculer par 7 fois, 8 fois le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, un infoproduit qui repose sur une personal brand, ça va être plutôt 0,5 fois le chiffre d'affaires. Donc c'est un peu merdique. Peut-être que sur un business d'agence, de prestation de service, où c'est beaucoup plus la marque qui est mise en avant, ça va être x2, x3. À voir, honnêtement. Maintenant ouais, pour l'instant, la priorité, c'est de pousser la première personal brand, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le début, j'ai l'impression que peu importe le sujet, il y a une raison un peu rationnelle de faire les choses. Et donc, ça me fait repenser encore une fois au système Evo, mais là, appliqué du coup à ta personne. Est-ce que tu dirais que tu as une espèce de système ou en tout cas, tu essayes d'agencer les choses dans l'ordre avant de faire les choses à chaque fois? Oui, évidemment. Oula, évidemment, faire les choses dans l'ordre, bah, c'est comme je t'ai dit, nous, on fait en sorte que le client, tu vois, ne pas non plus le mettre à l'étape 15 quand il est encore à l'étape 2, tu vois. Euh, donc oui, faire les choses dans l'ordre, c'est absolument primordial. Tu as des contraintes que tu vas avoir entre 0 et 5 000 euros par mois, tu vas avoir des contraintes que tu vas avoir entre 5 et 10 000, 10, 15. Et en fait, à chaque étape, chaque palier, tu vas galérer. Au début, tu vas galérer sur ta création de contenu. Après, tu vas galérer sur ton setting, sur comment renvoyer tes inbound vers ton calendrier. Et après, une fois que tu as ton calendrier, tu vas galérer à closer. Et une fois que tu vas galérer à closer, tu vas galérer à délivrer. Et c'est normal, tu vas forcément douter, galérer à chaque étape de ton activité. Mais il faut juste se dire que c'est pas parce que tu es mauvais, c'est parce que c'est dans le cours logique des choses. Et que si tu continues comme ça, et si tu continues à apprendre et en fait à ajuster le tir au fur et à mesure, tu finiras par y arriver. En fait, c'est mathématique. C'est quoi les moyens à chaque fois de pouvoir régler ces contraintes? Euh, Au-delà de Bah en l'information, je veux fait, dire. il y a toujours des solutions rationnelles à chaque problème. Tu t'étais pas bon en closing, super, forme-toi. Deviens bon en closing. En fait, c'est simple que ça. Tu vois, nous, on a un head of sales dans notre accompagnement qui aujourd'hui, ok, t'étais pas bon en closing, ok, bah tu te prends 6 calls dans l'espace d'une semaine, donc tu prends 6 heures de call avec lui, et t'inquiète pas que tu vas ressortir de cette semaine, déjà ton cerveau il sera retourné, hein. Et pareil au niveau de la création de contenu, t'es mauvais en création de contenu, ok, bah suis la stratégie qu'on vient de te faire 100% pour toi, 100% personnalisé, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment péter. Et en fait, à chaque fois, on apporte une solution rationnelle de la part de quelqu'un qui a déjà fait les erreurs que lui a faites. Tu vois, typiquement, on a un head of sales qui a closé pendant plusieurs années sur le marché américain, qui a closé pour plusieurs millions d'euros. Bah, toutes les erreurs possibles, inimaginables que les closers font, il les a déjà faites. Et donc, il va apprendre à les éviter. Pareil pour la création de contenu, on a deux coachs dont un qui a 1 million d'abonnés, l'autre qui a 70 000 abonnés. Bah, c'est des gens qui ont une proof, qui ont une notoriété et qui sont évidemment aussi passés par les mêmes erreurs que tout le monde et qui savent comment les anticiper. Et c'est tout l'objectif en fait d'Evo. J'ai une question que je me pose souvent, mais je pense que tu aurais une meilleure réponse que moi vu que tu as l'habitude de bosser avec des gens. Comment c'est possible qu'entre une personne A et une personne B qui ont la même information, t'en aies une qui fasse beaucoup plus de résultats que l'autre? Alors, il va y avoir plusieurs réponses à cette question. Maintenant, avoir l'information, ça fait pas tout. Dans l'absolu, si ça faisait tout, toutes les informations au monde sont disponibles en ligne gratuitement. Donc en fait, tout le monde serait millionnaire, tout le monde serait milliardaire si avoir la bonne information, ça suffisait. Déjà, ce qu'il faut, c'est la bonne information au bon moment, en fonction de ta situation, et justement être entouré de gens qui vont être en mesure d'implémenter cette information dans ton activité que uniquement te la donner. Ça va être la première chose d'un point de vue un petit peu comment se faire accompagner. Maintenant, l'autre raison, ça va être aussi une question de mindset, d'environnement, de procrastination. Parfois, en fait, quand t'as pas assez la dalle, bah, en fait, qu'on te donne de l'information miracle, mais qui va te demander du travail, ouais, tu vas le faire à moitié, tu vas abandonner, etc. Mais voilà, c'est comme ça, quoi. C'est juste des différences de personnalité, des différences de croyances. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre pour telle activité ou pour tel projet. Mais voilà, ça va être des différences de personnalité profonde. Et si tu veux les débloquer, va voir un psy ou quelque chose, quoi. Donc entre la personne A et la personne B, en fin de compte, c'est leur bagage, j'ai envie de dire, Oui, voilà. sur leurs croyances, Qui est sur leur moyen influencé de par. travail. Parfois, c'est pas leur faute, tu vois. Je viens de te dire. Quand t'es jeune, que t'as toujours bénéficié de la meilleure éducation, que t'as jamais manqué de rien, que t'as été dans les meilleures écoles, que t'es pris dans les meilleures prépas, que t'es pris dans les meilleures écoles de commerce ou d'ingé, t'as pas envie de te faire chier, tu vois. Tu sais très bien qu'en fait, tu vas sortir d'école, tu vas prendre ton 50, 60 000 balles, tu vas être avec tes potes, tu vas aller en terrasse, et c'est ok, très bien, fais-toi kiffer, tu vois. Si c'est ça qui te convient, go. Mais parfois, il faut comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément la même envie que toi. Et moi, tu vois, je saurais pas dire d'où vient cette envie, tu vois. Mais le fait est, c'est qu'elle est là. Et donc, je l'exploite au maximum. Mais factuellement, tu vois, pareil, j'ai jamais manqué de rien.
J'ai toujours été dans une famille aimante et tu vois, je vais peut-être pas avoir une success story aussi belle que l'aurait pu être Xavier Niel ou je sais pas quoi, mais ouais, c'est des différences qui sont en fait ancrées très jeunes, explicables ou non, quoi. Dans l'entrepreneuriat, selon toi, ce serait quoi le domaine où tu es le plus bon? Toi, personnellement. La communication. Communication? Communication, savoir fédérer autour d'un projet, savoir inspirer, j'espère, tu vois. Et c'est aussi le retour qu'on me fait. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que tu vois, le business model que j'ai fondé me correspond bien. Dans le sens où bah, en fait, j'ai une équipe qui, quand j'ai commencé, je faisais pas particulièrement d'argent. Ces mecs-là avaient des compétences de dingue. Ils avaient bossé avec des gens de dingue. Ils avaient généré et géré plusieurs millions d'euros. Et moi, j'arrive, 19 piges, et ouais, les gars, venez, on fait un truc, tu vois. Bah, si j'ai réussi à les convaincre de bosser avec moi, c'est parce que j'ai réussi à fédérer, j'ai réussi à communiquer, j'ai réussi à être bon. Après, voilà, j'ai des compétences qui sont au fur et à mesure développées. Tu vois, sur la connaissance au niveau micro et macro de ce que c'est un business en ligne, ce que c'est un infoproduit de manière générale, tu vois, qui me permet aujourd'hui de pouvoir apporter des solutions rationnelles à relativement n'importe quelle problématique client, mais aussi au niveau de la vente, aussi au niveau tu vois, de la création de contenu. Ça, c'est des choses que je développe et des compétences que j'améliore. Maintenant, je pense que ma zone de génie, ça va vraiment être ma capacité à parler et à communiquer. Tu penses que ça vient de l'inné? Je pense que ça vient d'un frère avec qui il faut avoir beaucoup de répartie. Je pense que quand tu as beaucoup de répartie, enfin, quand tu es, très challengé, tu es challengé très jeune et que tu es dans un milieu où en fait, tu n'as pas envie de te faire écraser, etc., tu parles, tu développes tes skills. Et puis après, ça vient aussi par est-ce que tu lis beaucoup, est-ce que tu regardes beaucoup de politique, etc. Est-ce que tu t'inspires? Tu vois, moi, j'ai eu l'occasion aussi de faire des cours d'éloquence, de m'entraîner à l'éloquence, de faire des concours d'éloquence. Et c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé. Et tu vois, aujourd'hui, quand je dois parler dans un Google Meet avec 10-15 personnes, tous plus âgés que moi, pourtant c'est moi le fondateur, il faut aussi avoir, tu vois, cette capacité de s'exprimer clairement, que les gens comprennent ce que tu dis, et puis d'inspirer aussi le respect par ta manière de parler. On va essayer d'appliquer ce que tu viens de dire à la création de contenu. Imaginons que moi, je suis pas très bon en création de contenu. Ce serait quoi, du coup, les points sur lesquels je dois m'améliorer pour avoir une vidéo qui capte bien l'attention et qui fonctionne bien? Alors, typiquement, moi, c'est mon head of content qui gère tout ça. Donc, je pense que j'aurai une réponse qui sera moins précise. D'ailleurs, c'est mon head of content qui nous a mis en relation, qui sera moins précise que lui. Maintenant, quelque chose que j'ai vraiment appris, un peu à mes dépens, c'était que le contenu qui fonctionne le mieux, c'est le contenu où tu es véritablement toi-même. Et être soi-même en création de contenu, c'est pas du tout du bullshit parce que c'est très compliqué. C'est très très compliqué d'être pareil quand il y a une caméra qui se filme, d'être pareil dans la vie de tous les jours. Je confirme. Tu vois, c'est très très compliqué. Et moi, de plus en plus, on a réussi à trouver des formats, tu vois, des formats où je marche dans la rue, des formats podcast, où tu oublies qu'il y a la caméra, où tu es véritablement toi-même. En l'occurrence, bon, parfois, moi, quand je suis trop moi-même, les gens aiment pas parce que c'est trop provocant. Tu sais, ils se disent oh, putain, mais c'est qui ce blond qui parle vite. Tu vois, j'ai eu des typiquement quand j'ai commencé à être moi-même, c'est là où j'ai eu mes premiers bad buzz avec plusieurs millions de vues et beaucoup de hate. Mais en fait, ça fait partie du jeu. Mais au moins, tu vois, je me dis que mon contenu fonctionne beaucoup mieux. J'attire beaucoup plus de gens qui sont en adéquation avec qui je suis. Et de manière générale, ouais, depuis que je suis moi-même, mon contenu fonctionne vraiment mieux, tu vois. Et c'est vraiment l'authenticité, encore plus avec l'ère de l'IA, encore plus avec tout ça, qui va vraiment faire la différence dans le futur. C'est les gens qui sont capables de transmettre vraiment leur personnalité à la caméra. Une dernière question, et tu peux prendre ton temps pour y répondre si tu en as besoin. Selon toi, ce serait quoi le conseil qu'on t'a donné qui est le plus important ou que tu aimerais garder si tu devais en garder qu'un? Et je te promets que je te ferai pas la réponse de jamais abandonner, parce que je pense que tu dois en avoir marre de l'entendre. Le meilleur conseil qu'on a pu me donner, c'est doute jamais de toi, en fait. J'ai beaucoup réfléchi pour donner une réponse aussi classique, mais en fait, si toi tu commences à douter de toi, qui te fera confiance, tu vois? Si toi t'as pas confiance dans ton produit, si t'as pas confiance dans la personne de qui tu es, si t'as pas confiance dans ta capacité à apporter des résultats à tes clients, si t'as pas confiance dans ta capacité à réussir, comment tu veux faire les choses avec la même envie que quelqu'un qui ne doute jamais de lui, qui est persuadé que c'est le meilleur, même s'il n'est pas le meilleur, tu vois? Moi, je suis peut-être probablement pas le meilleur, mais par contre, dans ma tête, je suis le meilleur, tu vois. Et c'est pour ça que j'arrive à avoir ce carburant et cette envie de faire tout ça. Mais si tu ne doutes pas de toi et de ta capacité à réussir, et que tu donnes vraiment le meilleur de toi-même, en réalité, c'est impossible que tu échoues. Impossible.
Tu peux avoir toute la malchance du monde. Si tu donnes véritablement le meilleur de toi et si tu ne doutes pas de qui tu es et tes qualités, tu ne peux pas échouer. Impossible. T'as réussi à me motiver. Bah écoute, c'est le Premier but. degré. Trop cool. J'avais une hypothèse au début de l'épisode, c'était que le système Evo était un système qui se servait un petit peu de la marge finalement pour pouvoir scaler et continuer la personnalisation. Tout au long de l'épisode, on a compris qu'au final, c'était plutôt de la personnalisation qui leur permettait de grossir et de continuer à satisfaire autant de clients. Merci d'avoir regardé l'épisode. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Je vais vous mettre tous ses réseaux sociaux. Allez vous abonner à lui. Regardez ce qu'il fait. Si vous êtes infopreneur. On continue. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir d'autres personnes sur le système.